lors de l'exécution d'un programme, vous avez besoin d'une fonction main qui est en fait le point d'entrée de votre programme. Mais vous vous rendez compte que dans le cas du test, on n'a pas en fait écrit une fonction main et appelé la fonction test des entiers ou bien test calcul factoriel. C'est ce qu'on aurait fait si on avait utilisé cette fonction test-là. Okay? Parce que si vous voulez tester une fonction, si vous voulez exécuter une fonction, cette fonction doit être accessible à partir de la fonction main. C'est-à-dire que soit dans la fonction main, soit vous l'appelez directement, soit vous avez appelé une fonction qui va appeler notre fonction et qui finalement appellera la fonction que vous souhaitez tester. Or, ici, dans nos fonctions test, nous n'avons même pas appelé les fonctions. Vous voyez qu'on ne les a pas appelées. Il n'y a pas de fonction main. Tout ceci, c'est parce que c'est géré en arrière-plan par JUnit Engine. Okay? Donc, lorsque vous mettez la notation de la test, @test, devant une fonction, ça informe JUnit Test, JUnit Engine, que cette fonction-là, c'est une fonction de test. Automatiquement, JUnit va instancier la classe dans son conteneur et appeler toutes les fonctions qui ont les annotations @test. Et donc, vous n'avez pas besoin de créer une fonction main où vous appelez chaque fonction les unes après les autres. Okay? Donc, c'est très important de souligner cette nouvelle annotation-là. Donc, ici, au niveau de la gauche, vous avez en quelque sorte la possibilité de voir quelles sont les fonctions qui ont passé et puis celles qui ont échoué. Donc, ce qui se passe avec... nous allons prendre cet exemple-là dans le TP. Je crois qu'il y avait la fonction qui permettait de calculer il y avait une fonction là qu'on devait écrire qui permet de donner une valeur approchée de pi, mais sans utiliser maths.pi. Donc, comment est-ce que vous pouvez donner la valeur de pi sans une valeur approchée de pi sans toutefois appeler math.pi? Je crois que c'était l'énoncé. J'ouvre le TP là. Il fallait faire les divisions par n plus 2 chaque fois qu'on approche vers une valeur donnée. Donc, je vais... Vous pouvez vous référer au cours de... Je copie juste le commentaire et puis nous allons écrire cette fonction-là. En fait, supposons que je reviens dans mon TP de GL et j'écris une fonction qui permet de calculer la valeur approchée de pi, donc approximation de pi. Ça. Et cette approximation de pi prend en valeur un nombre n. J'ai copié la... Donc, ce qui se passe là, c'est une division par 4 que vous faites. J'ai copié ça du TP. Donc, approximation de pi peut être calculée à l'aide de la formule. Il veut dire qu'on fait TP1. Okay? Donc, la formule qui permet de calculer ceci est définie dans le code TP PE1. Je vais partager cette formule-là ici pour que... Donc, en quelque sorte, voici une formule qui permet de donner une approximation de la valeur de pi. Vous faites 1 moins 1 divisé par 3 plus 1 divisé par 5 plus moins 1 divisé par 7 plus 1 divisé par 9 moins 1 divisé par 11, et ainsi de suite. Donc, l'approche, c'est de diviser par 1
c'est de diviser 1 par n plus 2. Et chaque fois qu'on avance de n plus 2, on change le type, le signe. Okay? Donc, je commence par 1. Quand je divise par n, quand je divise 1 par 3, la prochaine division sera par 5. La prochaine division sera par 7, ainsi de suite par 9, par 11, après par 13, par 15, ainsi de suite. Et chaque fois, on passe de moins vers plus, vers moins vers plus. Donc, vous devez écrire une fonction qui permet de faire cette division successive-là et en changeant de signe. Nous vous avons expliqué le procédé dans l'autre cours de PO1, donc je vais juste copier la fonction que nous avons écrite. J'espère vous trouver cette fonction-là parce que depuis que ma machine a planté, je ne sais plus où j'ai mis. Ok, je crois avoir retrouvé ça. Un peu long. C'était... Ok, approximation de pi. Ok, on cherche... Voilà, donc l'approximation de pi, c'était en quelque sorte cette fonction-là. On initialisait à 1 et puis on initialisait l'opérateur à false. Donc la valeur n est en fait fournie par... non, qu'est-ce que je suis en train de faire? OK, n c'était nécessaire. La valeur de n. Oui, parce qu'on commençait à... On prenait... La première valeur était 1, c'est ça qui est ici. La prochaine valeur était 3. Et ensuite, on ajoutait plus de, plus de, plus de. Et on quittait de 0 à... Donc, la valeur de pi qui est 1 divisé par 3. Okay. Donc, je vais ici... OK, ici, c'était le nombre d'itérations. Donc, OK, ce nombre d'itérations qu'on souhaitait faire. Et il était donc à 1000 au départ. Le nombre d'itérations, donc, on l'avait fixé à 1000. À 100 000, par exemple, si vous faites 100 000 itérations, pour être plus proche de l'approximation. Comme c'est une approximation, ça veut dire qu'elle se fait sous forme de plusieurs itérations. Donc c'était cette fonction-là, on l'avait écrite et puis on devait donner une approximation de pi. Donc, si vous avez cette fonction-là qui vous donne une approximation de pi, vous pouvez décider de tester cette approximation-là, par exemple, lorsque la personne fait 100 000 itérations. Et puisque c'est une approximation, comment tester? On peut tester, on peut vérifier que la vraie valeur de pi est par exemple à 8 virgules près, okay? 8 décimales près de la valeur approximée. C'est-à-dire que la valeur retournée par la fonction doit être à 8 décimales près de la valeur réelle. Dans l'autre terme, si la valeur réelle de pi, c'est 3,14 et puis plusieurs chiffres, lorsqu'on va faire la différence entre ces deux nombres, il faudrait que la différence de ces deux nombres soit, par exemple, inférieure ou égale à 0,00001. Donc, ça veut dire que c'est à une décimale, par exemple, 8 chiffres après la virgule. Okay? Ou bien on pouvait dire 5 chiffres après la virgule, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous comprenez comment est-ce qu'on vérifie l'approximation d'un nombre. Il faut juste vérifier si ces deux nombres sont assez proches en prenant la différence. Okay? Donc,
je vais ajouter cette fonction-là en faisant public void test approximation de pi. Et nous allons dire TP et puis nous allons faire asset equal. Il faudrait qu'on assert que TP gl.approximation de pi. Donc, je vais dire la valeur réelle de pi, c'est mat. En fait, pas une valeur, c'est quand même une valeur assez proche de pi. Donc, mat.pi nous renvoie la valeur qui est considérée comme la valeur de pi en Java. Si vous faites moins TP.approximation de pi, par exemple, pour 100 000 itérations. Okay. Donc, il faudrait que cette valeur-là, non, OK, asset true, c'est plutôt asset true qu'on doit utiliser parce que asset equal, ça veut dire qu'il faut donner le expected et il faut donner la valeur retournée. Or, nous, on veut vérifier que cette différence-là tend vers une valeur qui est epsilon. Par exemple, on va dire float, je vais dire double epsilon, par exemple, est égal à 1, puis peut-être exposant moins 8, OK? Ça, c'est une façon d'écrire. Donc, epsilon va être une valeur vraiment trop petite. Et ce qu'on veut vérifier, c'est qu'il faudrait que l'approximation à cette true, je crois qu'il y a cette true, non? Cette true, vous allez passer en paramètre une valeur, une condition booléenne. C'est-à-dire, il faudrait que la différence de ces deux nombres-là soit inférieure ou égale à epsilon. Okay? C'est-à-dire qu'il faut que ça soit petite. Ça permet donc de dire que votre approximation est vraiment proche disons, de la vraie valeur de pi. Okay? Je ne sais pas si vous avez un peu compris. C'est différent de asset equals qui prend la valeur attendue et la valeur réelle, tandis que asset true prend une expression booléenne. Donc, quelle est l'expression booléenne que vous voulez vérifier? Donc, en fait, vous voyez que ce test-là, on pouvait l'écrire bien avant l'écriture de notre fonction. Vous voyez ça? On pouvait écrire bien avant l'écriture de notre fonction. Donc, par exemple, si vous avez d'écrire une fonction, vous, dans votre cahier de charge, vous savez que vous devez écrire une approximation de pi. Donc, vous pouvez déjà fournir un test qui va confirmer, qui va permettre de vérifier le code que les autres développeurs vont fournir pour approximer pi. Donc, c'est en fait un test-driven development. On pouvait commencer par ce test et ensuite tuner notre fonction approximation de pi pour être aussi proche de pi. Bon, je ne sais pas si avec 100 000 itérations, on sera suffisamment proche de pi. Si avec 100 000 itérations, on n'est pas prêt, on peut tester avec, disons, OK, vous voyez qu'effectivement, avec 100 000 itérations, on est effectivement proche de pi à 8 décimales près. Dans d'autres termes, si vous faites un system.out.println de la vraie valeur, en fait, la valeur de pi qui est, se regarder en Java, parce que pi, c'est plusieurs chiffres, mais je crois que Java s'arrête peut-être à 15 chiffres après la vue, je ne sais pas, il n'en peut pas trop. Mais ça, c'est la valeur de pi. Et ensuite, notre fonction system.out.println, lorsque vous lui donnez 100 000 itérations, essayons de voir ce qu'il va donner. OK, en fait, voici les deux valeurs. La valeur
que le Java utilise, c'est 14, 15, 92, 65, 35, 89, 793. Vous voyez que, et lorsque on utilise notre formule pour approximer pi, nous sommes à 3, 14, 16, 0,2. Enfin, si vous faites la différence, vous verrez que cette valeur-là est inférieure à 0,0008. Nous sommes au moins à 8 chiffres après la virgule, d'après ce que j'ai dit ici. Donc, si je fais math.pi et je fais la différence, j'exécute là. OK, vous voyez, en fait, c'est... Est-ce que c'est bien ça? Donc, pourquoi on a trouvé une négation? OK, ce qu'on va faire, on va prendre la valeur absolue, parce que là, c'est en négation, c'est pourquoi c'est peut-être inférieur. On peut prendre en valeur absolue, math.abc. Parce que oui, on prend en valeur absolue pour se rassurer que nous sommes vraiment en train de déterminer la différence. C'est-à-dire que à quel... how close, c'est-à-dire que s'ils sont vraiment près quoi, de l'un et de l'autre. Bon, là, ça va me donner une valeur précisément, ça va me donner une valeur moins 6. Ça veut dire qu'il faut peut-être qu'on ajoute une autre itération. On peut ajouter une autre itération pour voir si nous sommes proches de pi. Donc, bref, ce sont des tests que vous pouvez déjà établir dès le départ, même avant même de lui donner la possibilité à la personne d'écrire le code. OK, là, nous sommes à moins 7. Bon, on peut décider de vérifier que nous sommes à 6 chiffres après la virgule. Donc, genre, notre approximation est à 6 chiffres après la virgule. Je crois que à 6 chiffres après la virgule, c'est déjà une bonne approximation. OK, donc là, nous passons les tests parce qu'on arrive à approximer pi à 7 chiffres après la virgule. Si vous ajoutez plusieurs itérations, c'est que vous allez davantage vous rapprocher de la valeur de pi. Okay? Vous allez davantage vous rapprocher de la valeur de pi. Donc ici, OK, je vais prendre quelques minutes là pour des questions et puis passer à un sujet différent parce que ce que nous avons fait là n'est pas conseillé. Vous ne devez pas faire des println comme ça dans les tests. Okay? Vous ne devez pas faire des println. Je vous présente la meilleure façon de... Si vous avez des messages spécifiques que vous souhaitez injecter dans le log, parce que regardez ici, en quelque sorte, à gauche, là, c'est le log qui s'affiche là. Donc, si vous avez des messages spécifiques à injecter dans le log, alors vous n'allez pas utiliser les system.out.println. Il y a une façon plus élégante d'injecter vos messages spécifiques au log de JUnit. Parce que JUnit n'est pas, c'est pas juste ces petits tests que vous écrivez, mais il peut s'intégrer dans une architecture plus avancée. C'est-à-dire que vous pouvez intégrer ça dans un build, peut-être comme étant une étape de votre développement d'application. Donc, du coup, vous pouvez avoir des messages d'erreur là que vous souhaitez collecter peut-être pour envoyer ça à une équipe qui se charge de traiter les erreurs, ainsi de suite. Avec le système.out.println, ça va juste s'afficher à la console. Et le log qui est géré en arrière par JUnit Engine ne peut pas collecter ces système.out.println que vous faites. Okay? Donc, il y a une façon d'injecter des messages spécifiques qui seront collectés en quelque sorte par le debugger ou bien par le log de JUnit. Donc, je vais enlever tous ces println-là. C'était juste pour vous montrer qu'après, disons, 1 million d'itérations, on est peut-être proche de pi. Là, je ne sais pas si cette approximation-là est le code. OK, en termes est-ce que c'est optimal? Parce que là, on fait 1 million d'itérations.
Donc, vous pouvez faire l'analyse, la complexité, vous pouvez étudier la complexité pour voir comment est-ce qu'on peut optimiser cela. Comment on peut optimiser. Je crois que l'optimisation est possible, parce que si vous regardez la formule, est-ce que c'est... Bref, bon, l'objectif du cours, ce n'est pas de chercher à optimiser cette fonction-là. On a juste traduit notre équation, qui est la formule qui permet d'approximer pi. Bref, je prends des questions et puis nous allons poursuivre. Je vais donc envoyer cette partie du code que nous avons fait sur GitHub. Et puis, vous pouvez simplement le récupérer en suivant le lien que j'ai envoyé que je vais encore envoyer sur le groupe WhatsApp. Donc, c'est pas... Bon, c'est en tout cas là, c'est ici qu'on va s'arrêter. C'est très difficile de faire court quand il n'y a pas assez de personnes connectées. Donc, nous allons nous arrêter ici et puis vous allez récupérer le code sur la plateforme GitHub.